c'est comme ça va effectivement partir. Allez, ravi de vous retrouver tous, en tout cas pour certains qui étaient là tout à l'heure. Deuxième intervention dans cette salle Eiffel, deuxième intervention qui aura la même approche que tout à l'heure, en tout cas sur la thématique, puisqu'on va à nouveau parler de pierre-papier, mais on va en parler dans un cadre différent, parce que c'est bien d'avoir plusieurs regards. Avec nous, pendant 45 minutes, la directrice de la recherche et de l'innovation de Swiss Life Trade, c'est Béatrice Getsch. Béatrice, bonjour. Avec le micro, par contre. Bonjour Jean-François, je ne sais pas si on m'entend. Oui, on vous entend très bien, mais il n'y a pas de haut-parleur, parce que les gens ont le son dans les oreilles. Donc nous allons prendre retour, ce qui est un sentiment un peu atypique, mais nous allons vivre comme ça. Bien, allez, 45 minutes. L'idée avec vous, Béatrice, puisque vous êtes directrice de la recherche et de l'innovation, c'est d'essayer, tout à l'heure on a regardé les SCPI à travers le prisme de la classification ASPIM, etc. On va essayer de les prendre dans un regard un peu plus macroéconomique et construction de portefeuille. Déjà, on est dans un monde atypique avec un certain nombre d'événements de tendances lourdes, je pense notamment à la digitalisation, de tendances lourdes potentielles liées au Covid, je pense notamment au développement du télétravail. Je voudrais pour commencer avoir votre sentiment sur la situation macroéconomique globale, et peut-être qu'on va commencer par la première puissance mondiale, c'est-à-dire les États-Unis. Où en est-on ? Alors, où en est-on ? En fait, premièrement, effectivement, vous l'avez dit, la situation est atypique. Il y a eu deux phénomènes majeurs qui se sont produits pendant ce Covid-là, c'est la digitalisation et la transition vers une finance climatique. Donc ça va avoir des impacts, entre guillemets, sur la croissance potentielle. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? On a eu les chiffres du troisième trimestre. A priori, on a des divergences en termes de cycle. La Chine est sortie la première du cycle, deuxième les États-Unis. C'est la question que vous me posez. On va dire troisième, la zone euro. Aujourd'hui, sur les États-Unis, on peut dire que finalement, ils sont au-dessus du pic de 2019. Donc, c'est probablement, et c'est la seule puissance économique qui a finalement dépassé son niveau pré-crise. Ce n'est pas le cas de la zone euro, ce n'est pas non plus le cas du Japon, ce n'est pas le cas du Royaume-Uni. La situation aux États-Unis, elle va plutôt bien, si ce n'est qu'il y a la problématique de l'inflation, peut-être qu'on l'abordera. Les chiffres du troisième trimestre ont été finalement relativement soutenus. Il y a eu 6 millions d'emplois qui ont été créés depuis le début de l'année. Il y en a plus de 530 000 de têtes depuis le mois d'octobre. Donc a priori, on comprend que finalement ce vif rebond, et ce rebond en V qu'ont connu toutes les économies, dont l'économie américaine, n'est que la résultante des mesures qui ont été mises en œuvre pour contrecarrer l'effet de cette crise. Donc à la fois les mesures de politique monétaire et les mesures d'endiguement associées aux politiques fiscales. Je reviens sur ce que vous me dites. Vous me dites dans le calendrier, la Chine on a connu partout un mouvement en V, la Chine a été la première à repartir, les États-Unis ont suivi, l'Europe ensuite. On a le sentiment aujourd'hui que la Chine est rentrée clairement en phase de net ralentissement. Est-ce que les États-Unis peuvent garder une dynamique favorable ou pas ? Que disent notamment les indicateurs anticipés ? Je pense notamment au PMI qui nous donne souvent des indications sur où va aller l'économie. Alors, il y a effectivement une reprise en V. Mais le rebond est derrière nous, c'est-à-dire que le pic, finalement, il s'est déjà observé. Et là, on est vraiment en phase de ralentissement. Il y a un net retournement. Quand vous parlez des PMI, on est encore au niveau des 50. Mais effectivement... 50. Au-dessus, c'est bonne nouvelle. Voilà. Quand on est en dessous, c'est mauvaise nouvelle. Voilà, exactement. Au-dessus de 50, c'est croissance économique. En dessous de 50, c'est plutôt une récession. Alors, vous avez mentionné la Chine. Aujourd'hui, quand on regarde les PMI manufacturiers de la Chine, on est en dessous de 50 depuis déjà quelques trimestres. Les chiffres du troisième trimestre sont sortis, on est à 1% de croissance, ce qui n'est pas beaucoup.
En revanche, même si le pic de l'activité, le rebond est passé à la fois dans les PMI manufacturiers et à la fois dans les PMI des services, finalement, on reste quand même dans des zones de confort. Donc on est quand même sur des zones, je pense, à peu près au-dessus de la moyenne de long terme depuis 2017. Donc c'est relativement confortable et c'est la raison pour laquelle, quand on parle des États-Unis, et pas seulement des États-Unis, on évoque finalement 2021, une année relativement exceptionnelle avec un fort rebond qui est finalement un effet de rattrapage, et on pense qu'en 2022, finalement, les chiffres seraient relativement bons. Ok, alors ça, vous nous présentez la situation américaine, vous nous dites donc effet en V avec un rebond qui ralentit mais qui reste quand même à très haut niveau. Derrière nous, d'accord, mais on ralentit. Maintenant, on reste quand même à un bon niveau de croissance, vous m'avez dit supérieur à la croissance potentielle. Si on regarde chez nous ce qui se passe, on en est où en Europe? Alors chez nous en Europe, finalement on est à la fois tous ensemble dans le cycle, mais on est quand même, on démarre pas du même point. En fait, la période Covid n'a pas eu le même effet entre l'Allemagne. Je vous rappelle que les Allemands n'ont pas été confinés autant que les Français, que les Italiens et que les Espagnols. Je dirais que la zone euro, elle aussi, elle a eu son rebond. Voilà, les chiffres de troisième trimestre ont été plutôt bons. Et au troisième trimestre, l'Allemagne a déçu. En revanche, la France a fait une croissance trimestrielle de près de l'ordre de 3% annualisée, et identiquement pour l'Italie, ce qui n'est pas très commun pour l'économie italienne, on va dire ça comme ça. Là, quant à l'Espagne, elle est aussi en phase de ralentissement. Je pense qu'aujourd'hui, si on avait un tiercé ou un quartet à faire, on se dirait, bon, la France est devant en termes de troisième trimestre, ensuite l'Italie, l'Allemagne et enfin l'Espagne. Juste pour le troisième trimestre, voilà. Ok, si on regarde la croissance européenne par rapport à son potentiel, vous nous avez dit sur les États-Unis, on a plutôt le sentiment d'être au-dessus de la tendance à long terme. C'est pour 2022, c'est le sentiment que vous avez également pour l'Europe ou un peu moins? Alors en fait, j'allais dire les chiffres qu'on donne, par exemple de 6% de rebond de croissance dans la zone euro, et ensuite on va avoir un ralentissement à 4, bon évidemment ça dépend des instituts, entre 3 et 4. Finalement, c'est quand même des chiffres qui n'augurent pas du régime qu'on va observer après 2022, donc en 2023, puisqu'en 2023, on va avoir un net ralentissement à 2%. Donc on a quelque part un rebond, mais qui est une phase de rattrapage, mais j'allais dire, le plus dur va être quand même devant nous après 2023, notamment avec les problèmes structurels, que je pense tout le monde a en tête, notamment les supply chains et aussi les grands enjeux de la finance climatique qui s'opèrent finalement en même temps que la reprise en V des économies mondiales. C'est la deuxième fois que vous me parlez des enjeux de la finance climatique. Ça va être, la finance climatique, c'est quoi l'enjeu? Le premier enjeu, c'est la génération de croissance supérieure? Non, moi je ne le dirais pas comme ça. Je dirais d'abord 2030, 2050, il y a les accords de Paris, et puis il y a le Fit for 50-50, c'est-à-dire une diminution des gaz à effet de serre et donc on va dire de l'empreinte carbone d'une manière un peu générique de 55% par rapport à son niveau finalement depuis les années 90. C'est ce que j'ai en tête. Donc a priori, en disant cela, on voit bien qu'on est rentré dans une nouvelle phase où, pour revigorer une nouvelle forme de croissance qu'on appelle durable et inclusive, alors ce mot a été très galvaudé, mais en fait structurellement il veut quand même dire beaucoup de choses. On va profiter de ce monde d'après-Covid pour relancer, notamment en Europe, mais c'est aussi le cas aux États-Unis, une vraie politique industrielle, et on rentrerait dans non pas une nouvelle ère industrielle, mais dans ce qu'on appelle l'ère hyper-industrielle, avec de la digitalisation, avec de l'IA, qui va faire que finalement la transition climatique est possible. D'accord, mais donc réduction des émissions de CO2, on pourrait se dire c'est récessif. Si on crée de nouvelles activités, etc., ça peut être source de croissance? Oui, alors il y a les déclinistes et les optimistes. Je suis plutôt dans le camp des optimistes, sachant que quand même cette entrée dans la transition climatique va être relativement coûteuse. Alors ce n'était pas l'objet aujourd'hui d'en parler, mais effectivement on parle déjà de green inflation, parce que tout ça aura un coût et que tout le monde va devoir supporter ce coût. Alors, vous nous parlez de green inflation. Moi, j'avais envie de vous parler de stagflation, qui est des choses que j'entends aujourd'hui. On a commencé par faire un point sur la macroéconomie, parce que c'est important, parce que ça permet de savoir le business qu'il y a, et notamment pour la SCPI qui investit beaucoup dans le tertiaire,
de savoir le nombre de locataires potentiels qu'il peut y avoir. Un autre sujet important en immobilier, c'est l'inflation. L'inflation a fortement augmenté aux États-Unis. Il y a un grand débat entre les marchés, d'une part, et la Réserve fédérale, d'autre part. Les marchés auraient plutôt tendance à croire que l'inflation est durable. La Réserve fédérale ne cesse de dire qu'elle n'est que ponctuelle. Votre analyse aujourd'hui vous amène à être plutôt dans quel camp ? Je suis plutôt dans le camp de la Fed. Je vais m'en expliquer. Alors, c'est vrai qu'on a dressé un cadrage de manière un peu vulgarisée. Donc, on va peut-être rentrer un peu plus dans le débat sur l'inflation, parce que c'est quand même un sujet assez technique et du coup très important. L'inflation aux États-Unis, effectivement, il y a eu des chiffres chocs. Donc, il y a eu 6,2% de hausse en termes de Consumer Price Index. Il y a eu 6% en termes de coûts salariaux, 8% en termes de coûts salariaux unitaires. Donc ça, c'est un peu les chiffres chocs. Et qui fait qu'effectivement, est-ce qu'on est dans une inflation transitoire ou une inflation transitoire qui dure ? A priori, on est quand même dans une inflation transitoire qui a duré. Donc par définition, l'inflation n'est pas si transitoire que ça. Alors il y a peut-être deux éléments techniques à ajouter. Le premier, mais j'y reviendrai après, c'est comment se mesure l'inflation au niveau du Consumer Price Index, de l'indice des prix à la consommation, et comment la Fed regarde l'inflation avec ce qu'elle appelle le Personal Consumption Expenditure, qui n'est pas le Consumer Price Index, mais je vais y revenir après. Quand on regarde finalement l'inflation et qu'on essaie d'avoir une démarche un petit peu analytique, on se dit, il y a la facture énergétique qui est extrêmement importante, qui explique la hausse des prix de l'indice des prix de l'énergie explique 30% de hausse. Explique la hausse pour 30% de la facture énergétique des ménages américains. Ça, c'est la première chose. Après, on fait tous un peu d'immobilier. Il y a une composante relativement importante qui est celle des loyers, qui rentre dans le Consumer Price Index. Quand on regarde les marchés résidentiels aux États-Unis, on s'aperçoit que finalement, la hausse des prix d'abord a été de 20%. Sur les 20 grandes métropoles américaines, donc c'est pas rien, 20%, c'est, je pense au-dessus, on est à 23% en Nouvelle-Zélande, donc c'est un chiffre extrêmement élevé et qui peut justement justifier certaines inquiétudes. Et quand on regarde les loyers, on s'aperçoit que les loyers imputés, c'est un peu technique, ils ont aussi augmenté de 3,5% et ils représentent 33% du panier de biens des consommateurs américains. Donc tout ceci explique finalement que cette inflation, elle s'est aussi je ne vais pas dire gangrénée parce que c'est trop péjoratif, mais elle s'est diffusée aux autres pans de l'économie et pas seulement au niveau finalement industriel et énergétique. Donc c'est ça qui inquiète. C'est ça qui inquiète parce que quand on regarde les indicateurs de confiance des ménages américains, ils n'ont pas trop le moral, ils sont relativement inquiets par rapport à l'inflation et non pas par rapport au marché du travail. Et tout à l'heure, j'ai évoqué les coûts unitaires et les coûts unitaires les coûts salariaux unitaires, on s'aperçoit qu'il y a un phénomène très particulier qui se passe aux États-Unis, c'est pourquoi les coûts unitaires flambent. En fait, ça, c'est assez particulier. On s'aperçoit que les coûts unitaires ont flambé tout simplement parce qu'il y a une partie des ménages américains qui s'est retirée du marché du travail. Les taux d'emploi aux États-Unis aujourd'hui sont bien inférieurs à leur niveau d'avant-crise, toutes classes d'âge confondues. C'est quelque chose que je regarde bien, entre hommes et femmes, etc. Aussi. Alors, il y a dans la première partie, on va dire, du semestre, certains ont dit, mais en fait, les ménages américains se sont retirés du marché du travail à cause des chèques qu'ils ont reçus. C'est pas tout à fait vrai, en fait. Malheureusement, Pfizer, c'est une entreprise américaine, mais en fait, il faut bien comprendre que les ménages américains n'ont pas eu tous accès à la vaccination. Et s'il y a eu une baisse la baisse du taux d'emploi s'explique aussi par le fait que les ménages américains ne sont pas retournés sur le marché du travail à cause d'un problème d'accès à la vaccination, ce qui fait que Biden a pris un décret au mois de septembre pour en fait quoi faire ? Ramener tout le monde avec une espèce de forme de passe vaccinale à la vaccination pour redynamiser le marché de l'emploi et pour éviter qu'il y ait cette inadéquation entre l'offre et de la demande et avoir des tensions salariales. Ça, c'est la première chose. Est-ce qu'on a un risque, juste sur ce sujet-là, est-ce que l'on a un risque, parce qu'en fait, derrière le sujet de l'inflation, ce qui inquiète tout le monde, c'est l'effet de second tour, c'est-à-dire l'effet de contamination au salaire qui génère une sorte de phénomène auto-entretenu. Est-ce que ce que vous nous décrivez est susceptible de générer ce genre de phénomène, ou est-ce que les hausses de salaire sont réservées à quelques secteurs ? Alors, je n'ai pas fini la première question, mais je vais répondre sur la hausse des salaires. Tout à l'heure, vous m'avez demandé dans quel camp j'étais. J'ai dit j'étais du côté de la Fed. Pourquoi ? Parce que la Fed regarde les Personal Consumption Expenditure. Et en fin de compte, quand on
Ça, c'est un peu sa jauge, c'est ce qu'elle regarde. La différence avec le CPI, c'est que c'est un indice qui intègre les dépenses de santé qui ne sont pas dépensées par les ménages. Et bien, quand on fait la moyenne depuis le début de l'année, on s'aperçoit que finalement, on est sur des niveaux de 2%. Et c'est la raison pour laquelle la Fed n'était pas si inquiète que ça. Parce que son indicateur à elle, ce n'est pas l'indicateur du CPI qui est à 6,2%. Voilà, c'est la première chose. Après, en ce qui concerne la hausse des salaires et le passage de l'inflation au niveau des salaires, on n'est pas comme dans les années 70 dans le monde, ni aux États-Unis, ni en Europe, ni dans d'autres pays. On n'est pas sur un système d'indexation des salaires sur l'indice des prix. Donc c'était vrai aux États-Unis dans les années 70, ça l'est plus aujourd'hui. Donc finalement, c'est pas ça il n'y a pas de spirale entre guillemets prix-salaire. On la voit pas, elle est inexistante pour l'instant. Ok. Alors là, on vient de voir la situation au niveau de l'inflation au niveau des États-Unis. On s'inquiète aussi de l'inflation en Europe. Et là encore, on a à peu près la même divergence que ce qui se passe aux États-Unis, avec d'un côté les marchés qui s'inquiètent de l'inflation et d'un autre côté la Banque centrale, représentée par Christine Lagarde, qui dit ça va peut-être durer un certain temps, mais ce n'est que temporaire. Votre sentiment? Alors, vous avez évoqué le mot marché. Donc, je rebondis sur le mot marché. Quand on regarde aussi au niveau des marchés, et on va venir ensuite à la comparaison avec la zone euro, les marchés aujourd'hui, quand on regarde les taux américains et l'inflation à 5 ans, ils ne price pas une prime à l'inflation. Ça, c'est déjà la première chose. Voilà. Et quand on regarde les bons à 30 ans, là non plus, a priori, il n'y a pas une prime à l'inflation. Alors même si on se dit peut-être que sur les 10, quand on regarde les US Treasury à 30 ans, on peut se dire que sur 10 ans, il y a l'effet des banques centrales qui va jouer. Mais sur 30 ans, on ne sait pas l'effet des banques centrales. Donc on peut se dire qu'il y a effectivement quelque part des anticipations des acteurs de marché. Ben, aujourd'hui, il n'y a pas d'anticipation quand on regarde les Treasuries à 30 ans, qu'a priori on rentrerait dans une inflation qui s'emballerait. En ce qui concerne la zone euro, effectivement, il y a un débat aujourd'hui et pourquoi il y a ce débat? Parce qu'il y a quand même deux grandes économies dans la zone euro qui ont des profils d'inflation assez différenciés. Il y a la France et l'Allemagne. Et j'aurais dû dire d'abord l'Allemagne et la France, puisqu'effectivement, l'Allemagne a connu une inflation relativement soutenue. Elle est, je pense, de tête, avec une hausse de ses prix à la production à hauteur de 18%, alors qu'en France, sur les prix à la production, on n'est que de 11%. Donc évidemment, avant de parler de Christine Lagarde, c'est quand même un sujet inquiétant. Et pourquoi c'est inquiétant pour les Allemands? Pour les épargnants allemands, c'est inquiétant parce que quelque part, il y a une érosion monétaire et on sait que les Allemands n'aiment pas trop ça, notamment les épargnants. Et deuxièmement, l'économie étant beaucoup plus, on va dire, industrialisée en termes d'industrie manufacturienne, en termes de supply chain, en termes de dépendance au prix de l'énergie, des matières premières, des métaux que la France. Et évidemment, ce fameux 18% pourrait se retrouver dans les prix de sortie. Donc ça, évidemment, il pourrait y avoir des effets de second tour. Là-dessus, je voudrais qu'on s'arrête 2 secondes sur cette situation allemande, parce que beaucoup de SCPI se sont diversifiés sur l'Allemagne. S'il y a de l'inflation, vraisemblablement, ça veut dire qu'il va y avoir des hausses de loyer. Quel va être l'impact au niveau des entreprises? C'est-à-dire que les entreprises vont absorber les hausses de loyer et vont les répercuter sur le client final, ou ça ne va pas être possible? Alors en fait, je me rends compte que j'ai toujours un train de retard parce qu'en fait, vous me posez une question et je n'ai pas répondu à Madame Lagarde, mais c'est pas grave, j'y réponds tout à l'heure. C'est pas grave. Alors, en ce qui concerne voilà, votre question sur les SCPI qui se sont diversifiés. Et pour revenir à l'inflation, alors le monde n'est pas manichéen, tout blanc, tout noir, sinon ce serait trop facile. Évidemment, il y a la question d'effet de second tour. Comment ça va? Alors, les baux sont indexés sur l'inflation quand même en Allemagne, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, la vraie question, c'est de savoir comment vont finalement vont être traduits ces effets de second tour au niveau de la hausse des prix à la production. Alors on peut se dire soit il va y avoir des effets de second tour sur le panier de biens des ménages allemands, ça c'est la première hypothèse, soit on pense que finalement c'est les entreprises allemandes qui vont essayer d'absorber ces prix à la production pour garder de leur compétitivité. Donc moi je pense qu'elles vont plutôt essayer d'absorber une partie de cette hausse des prix à la production de manière à garder leur compétitivité, puisque c'est quand même le fer de lance de l'économie allemande, ne pas perdre de part de marché. Et si on a dit ça, on a dit en fait tacitement qu'a priori ça voudrait dire que les entreprises allemandes vont comprimer leurs marges. C'est ça ce que ça voudrait dire. Si elles
répercutent cette hausse des prix sur leurs marges. Donc s'il y a une érosion des marges, et là on arrive à l'immobilier, ça veut dire que finalement les entreprises allemandes, notamment dans l'industrie manufacturière, notamment celle-ci, vont pas être très enclines à voir ce qu'on appelle les landlords, les propriétaires, augmenter les loyers a priori sur la croissance potentielle des loyers. C'est vrai qu'on est notamment dans le secteur de la logistique, qui a été un secteur qui a été quelque part le grand gagnant de cette crise sanitaire, mais qu'il était déjà avant dans tous les pays de la zone euro, plus particulièrement en Allemagne, le secteur de la logistique. Donc c'est vrai que le secteur a été très porteur à la fois au niveau des rendements en capital, à la fois en termes de rendement locatif. On peut se dire que sur la partie rendement en capital, probablement ça va encore continuer parce qu'il y a de l'appétit d'aller sur ce marché. Sur la partie rendement locatif, on peut penser quand même que ce qu'on appelle les IRV, donc les croissances locatives ou de valeurs de marché, elles seraient sous un potentiel un petit peu inférieur par rapport au fait que les marges des entreprises, elles, vont être quand même un petit peu érodées. D'accord, donc éventuellement une demande un peu plus compliquée pour certains secteurs, notamment la logistique en Allemagne. C'est pas la demande qui va être compliquée, attention. Je pense qu'on est quand même en phase où il y a quand même un grand plan hyper industriel au niveau européen. Les Allemands sont en train de se chercher par rapport à ce qu'ont déjà énoncé les Français. Il y a l'industrie automobile qui est en train d'engager une mutation extrêmement importante sur le plan de digital avec les puces, etc. Tout ça, c'est des locataires. Ils doivent finalement encaisser une hausse des prix. Moi, si je suis propriétaire demain, quand le bail arrive à échéance, je lui dis voilà, les valeurs locatives de marché ont haussé de tant de pourcents. Je ne suis pas sûre que si Volkswagen, je suis Audi, Mercedes, je vais accueillir finalement cette hausse de loyer avec un sourire. Parce qu'a priori, je vais déjà travailler sur mes marges. Vous voyez ce que je veux dire, pour rester compétitive. Je vous ramène à Christine Lagarde. Est-ce qu'elle n'est pas coincée entre, d'une part, la situation allemande, qui est quand même d'une économie qui a mal performé récemment et qui est dans des tensions inflationnistes, et les économies du Sud qui sont structurellement en plus grande difficulté et qui n'ont pas forcément exactement les mêmes problèmes d'inflation. Et est-ce que vous voyez, parce que ça a été un des soutiens majeurs du marché de l'immobilier au cours des dernières années, ça a été la baisse des taux. Comment vous voyez Christine Lagarde réagir, coincée entre cette inflation et ces fonctionnements très différents entre les différents pays qu'elle est censée gérer, c'est-à-dire ceux de la zone euro? Alors, je ne vais pas apprendre à Madame Lagarde à faire son boulot. Je pense qu'elle est très qualifiée et elle sait très bien le faire. Après, on peut dire, au-delà de ce que je vais dire que dit Christine Lagarde d'un côté, que disent les marchés de l'autre. Christine Lagarde et son équipe se sont déjà donné une espèce de marge de manœuvre, comme la Fed s'est donné une marge de manœuvre en se disant finalement, pour augmenter les taux directeurs, il va falloir que j'observe 2% d'inflation en 2022, 2% en 2023, et il va falloir que, a priori, ma core inflation soit bien ancrée pour générer de l'inflation après. Donc, c'est 3 conditions. Donc, quelque part, ils se sont donné déjà un petit peu des marges de manœuvre. Bon. Donc, a priori, elle a dit qu'il n'y aurait pas de hausse de taux directeur bientôt. Après, quand on regarde le marché des Euribor à 3 mois et le contrat des futures notamment, par exemple, j'ai en tête ce que j'ai regardé récemment, notamment les futures pour décembre 2022, a priori, le marché anticipe une hausse de 35 points de base des taux d'intérêt. Donc, il n'y a pas un bras de fer qui s'est engagé entre Madame Lagarde et les marchés, mais il y a une espèce d'appréciation qui est différente entre ce que dit la BCE et ce que pensent les marchés. D'accord, c'est pas un bras de fer, mais enfin, entre 0 et 35 points de base, c'est quand même... Non, c'est une appréciation qui est différente. Ok, alors justement, dans cet environnement de ce que nous disent les marchés, 35% de points de base, qu'est-ce que ça peut avoir comme valeur, comme impact sur la valorisation de l'immobilier? Alors ça dépend quand, mais a priori, franchement, tout le monde est encore un peu sur le... On ne va pas faire un taper tantrum en Europe. Je pense que ce n'est pas l'objectif. On ne va pas non plus brider la croissance en augmentant les taux directeurs. On a bien vu d'ailleurs que là, il y a pareil, il y a l'asset purchase program qui va arriver à échéance. On voit qu'il va être un peu renouvelé, qu'on va redonner un nouveau souffle. Donc on voit bien qu'on est quand même un petit peu dans la continuité. Après, pour répondre à vos questions dans un temps un peu plus long,
et d'un point de vue immobilier, en général, quand il y a une hausse d'intérêt, une hausse des taux d'intérêt, ou une hausse, on va dire, de la prime de risque, donc c'est une hausse du taux d'actualisation, ce n'est pas un problème tant que la croissance des valeurs locatives est supérieure finalement à ce taux d'actualisation. Donc en fait, ça veut dire que finalement, si on se projette, je ne sais pas si tout le monde entend avec le... C'est très compliqué, mais allez-y. D'accord. Donc ça veut dire que là, on se projette dans un environnement après 2022. Bon, ce que j'ai dit, c'est qu'en 2023, on sait qu'on va avoir un ralentissement très net de la croissance. Donc il ne faudrait pas qu'on ait un ralentissement très net de la croissance et une hausse des taux. Parce que dans ces cas-là, ça voudrait dire que la croissance des valeurs locatives de marché ne va pas compenser finalement la hausse du taux d'actualisation. Pour parler cash flow, voilà. Est-ce que si on regarde entre les problématiques de taux et puis ce qu'on a vécu avec la crise du Covid, où on a vu certains secteurs, l'hôtellerie, le commerce, etc., qui ont été touchés, est-ce qu'on va revenir à un marché immobilier plus discriminant? On a eu le sentiment, pardon, vous allez peut-être me dire que j'ai tort, mais c'est l'intérêt de l'échange. On a quand même eu le sentiment pendant 15 ans que, grosso modo, on achetait n'importe quoi, ça montait de la même façon, et que les choses étaient simples. Est-ce qu'on revient sur des choses plus discriminantes ou pas? Alors je vais vous dire non. Pourquoi je vais vous dire non? Parce qu'en fait, c'est un biais d'imaginer que le marché a les performances globales, bien entendu. Elles n'ont fait qu'augmenter. Depuis, on va dire, 2015, la politique accommodante de la BCE. Et l'immobilier en a bien entendu très profité. Après, moi, je regarde beaucoup les données. C'est mon job. Et j'aime bien ça. Quand on regarde les performances globales de tous les secteurs, on s'est aperçu que finalement, il y avait déjà eu un changement de l'histoire après la crise de la dette souveraine entre les différents secteurs. D'accord, vous avez évoqué l'hôtellerie, le bureau, la santé, le résidentiel et pourquoi pas le commerce entre les centres commerciaux, le high street et les retail parks. Et j'en oublie pas ici le secteur de la logistique. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y avait des patterns très différents. C'est-à-dire les performances globales, bah oui, il y avait des secteurs qui étaient portés, le secteur de la logistique, le secteur de la santé, même le secteur de l'hôtellerie. Et quand on regardait de manière un peu plus fine la performance globale, on s'apercevait que finalement, selon les secteurs, je ne vais pas rentrer dans le détail sauf si vous avez des questions, la performance était essentiellement portée par l'écrasement des taux de capitalisation, d'accord, par la performance du rendement en capital, et elle était moins portée par le rendement locatif. Donc, pour des gens un peu comme moi qui sont chercheurs dans l'âme, déjà ça envoyait un signal. Après, selon les localisations et selon les périmètres, on s'apercevait que par exemple Paris QCA, la performance globale était à la fois portée par les rendements locatifs et la compression des taux, mais aussi par la croissance des valeurs locatives qui, elle, était sur une phase ascendante. Ce n'était pas le cas par exemple de la Défense ou des marchés en périphérie, où finalement, ce qui portait la performance globale, c'était essentiellement l'écrasement des taux de cap et pas la croissance finalement des valeurs locatives. Donc ça veut dire que ce n'était pas une performance immobilière, c'était une performance comme ce qu'on pouvait retrouver sur le marché obligataire, c'est-à-dire la baisse des taux qui crée de la valeur en capital. Ouais, en fait, c'est un peu vrai. C'est un peu caricatural, mais c'est un peu ça, ouais. Donc, ce que je veux dire, c'est que finalement, après, il y a eu ce Covid, mais j'allais dire pour nous, évidemment que ça a été disruptif, notamment pour des secteurs qui avaient le vent en poupe, comme l'hôtellerie, qui était vraiment un secteur très gagnant avec la logistique et la santé. Donc, il a été plombé. Il y a eu une dislocation du marché, évidemment, après la crise du Covid. Mais certes, il y a une dislocation du marché, donc on le voit au niveau des REIT par exemple, mais quand on regarde les valos, et ça c'est très important, et notamment au niveau des SCPI, quand on regarde par exemple les indicateurs MSCI, on se rend compte que finalement, les valos, elles n'ont pas trop baissé, à part sur le marché américain, à part sur le marché britannique. Quand on regarde le marché, l'autre marché européen, les marchés français, le marché allemand, on sait très bien qu'il ne bouge jamais trop. Mais même en Espagne, même en Italie et en France, finalement, il n'y a pas eu de baisse de valeur, il y a eu probablement une période de wait and des experts. Ok, tout à l'heure, ici même, on constatait une évolution de l'offre de SCPI avec des choses qui sont de plus en plus spécialisées, des classifications entre hôtellerie, commerce, logistique, etc. Je voudrais vous faire réagir là-dessus parce qu'on en a un peu parlé tout à l'heure, mais vous avez fait des travaux, donc on va les regarder ensemble. Premièrement, est-ce qu'aujourd'hui, à 8, 9 ou 10 milliards de collectes par an, les SCPI sont pour vous, se sont installés assurément comme étant une classe d'actifs à part entière? Je pense que c'est une classe d'actifs à part entière depuis, j'allais dire plus de 50 ans déjà, je pense. Même à l'époque d'obligation?
Ouais, j'étais pas, mais je pense, puisque quand j'ai travaillé sur les SCPI, j'ai pu voir qu'il y avait déjà des données dans les années 60, donc j'étais pas encore née. Donc après, c'est vrai que ça a été une classe d'actifs qui est, voilà, qui est des fois pas bien comprise par le régulateur, je vais dire ça comme ça. Ok, si on dit classe d'actifs, pour ceux qui vont sur les marchés financiers, quand on a une vraie classe d'actifs avec des outils spécialisés, on bâtit des allocations d'actifs. On doit faire pareil sur les SCPI. Exactement. Donc on doit faire pareil sur les SCPI, mais quand on fait par exemple une allocation d'actifs standard entre Valmob, actifs alternatifs, immobilier direct, immobilier indirect comme les SCPI, private equity, gestion alternative de type hedge fund, on s'aperçoit justement que quand on fait un peu de smart beta, c'est-à-dire des techniques un peu nouvelles et un peu innovantes, on s'aperçoit que finalement que ces classes d'actifs donc moins liquides, alternatives, prennent une place très importante dans les portefeuilles. On va jusqu'à par exemple 28% en immobilier. Alors évidemment, l'idée c'est pas d'avoir 28% en immobilier, mais on sait très bien que chez les high net worth individuals, par exemple américains, l'immobilier c'est effectivement 30%. Et on voit aussi que entre l'immobilier direct, non pas coté, l'investissement direct, par exemple par rapport au Bureau Prime Paris QCA, ou l'investissement indirect par rapport à la SCPI, on s'aperçoit que finalement, quand on fait une allocation d'actifs globale avec les Valmob, on s'aperçoit que l'indice, par exemple SCPI, EDEC, UEIF, permet de minimiser la volatilité du portefeuille global. Donc elle est encore mieux, j'allais dire, pour diversifier à cet indice IEIF SCPI, il est encore mieux que, j'allais dire, de l'investissement direct pur qui serait catalysé par l'indice Prime Paris QCA. Donc d'où l'idée de se dire, dans une approche patrimoniale globale, les SCPI ont leur place parce que ça permet d'optimiser le couple rendement-risque. Maintenant, quand on est conseiller et que l'on a un client à qui on dit on va mettre des SCPI, faut-il en mettre une? Faut-il en mettre plusieurs? Vous avez mené vous parliez de l'indice EDEC, IEIF, vous avez mené une étude avec l'EDEC, justement sur la construction de portefeuille. Qu'est-ce qui ressort de cette étude scientifique? Voilà, merci. Alors peut-être avant de donner tout de suite le résultat, j'ai donné le contexte. D'accord ? Nous, on a une petite SCPI chez Swiss Life Asset Managers. Et l'idée, c'était de se dire, on est petit, on n'est pas grand, mais d'un autre côté, ça ne nous empêche pas, quand on est petit, de faire des choses qui sont intéressantes et de les faire pour l'industrie. Après, évidemment, quand j'ai parlé tout à l'heure d'allocation d'actifs et de portefeuille global, quand moi je me suis aperçue que l'indice SCPI UEIF, c'est un indice qui, du coup, devenait important en termes d'exposition, je me suis dit, il va falloir aller creuser cet indicateur-là. Et après, il y a aussi le fait de se dire, quand on regarde toutes les enquêtes AMF, on sait bien que les Français aiment, d'accord ? Ils aiment l'immobilier, ils aiment la pierre papier. Mais par contre, ils n'ont pas une espèce de bonne appréciation du risque, selon les classes d'actifs, d'accord ? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a parlé du couple rendement-risque. Alors, de quoi parle-t-on ? Couple rendement-risque, ça veut dire le rendement, c'est la moyenne donc, des performances globales. Et le risque, c'est effectivement la volatilité, donc l'écart type de ces performances globales au cours du temps. Et là, c'était de se dire, on va regarder l'univers des SCPI et on va voir finalement si on ne peut pas travailler sur une allocation globale des SCPI et sur une méthode de sélection des SCPI dans l'univers des SCPI commerciales avec les mêmes outils qu'on utilise en gestion d'actifs traditionnels. Donc ça, c'était un petit peu le contexte de l'étude. Voilà. La base de l'étude. Donc si on regarde les données sur lesquelles vous avez travaillé. Voilà, ça c'est les données de base. Voilà. Et évidemment, après, comme j'ai dit, nous on a une petite SCPI. L'idée c'était de se dire, il y a les CGP par exemple, eux ils peuvent travailler en architecture ouverte en faisant des cocktails à leurs clients. Nous-mêmes demain on peut travailler en architecture ouverte. Il y a des grandes sociétés de gestion qui travaillent pas en architecture ouverte, qui sont plutôt des spécialistes de la SCPI et quand ils font une espèce de cocktail, ils les font au sein de leur propre SCPI. Là, c'était l'idée d'avoir une espèce de regard très neutre et très scientifique finalement, de dire finalement comment améliorer ce fameux couple rendement-risque dont tout le monde parle, mais finalement quand on demande aux gens c'est quoi le couple rendement-risque, il y a très peu de gens qui nous donnent une valeur. Donc voilà, ça c'était un petit peu l'idée. Alors on va peut-être pas passer sur ça c'est un peu revenez, excusez-moi, je vous dis on va peut-être pas. Voilà, l'idée c'est qu'on a pris un univers de toutes les SCPI. Donc au début, je pense qu'on en avait à peu près 75 ou 80. Et évidemment, vous savez bien qu'il y a des trous en termes de données, etc., sur des bases de données. Donc on s'est retrouvé avec un univers de 53 SCPI,
d'accord, mais finalement qui était suffisamment représentatif des 97 SCPI d'entreprises qui étaient actives en 2019. Donc ça, c'est pas rien, d'accord. On a un échantillon qui est représentatif, donc ça veut dire en gros on peut continuer. Et ça représente, vous voyez, 70% des actifs sous gestion. Donc après, ce qu'on s'est dit, bon, en immobilier, tout le monde parle du DVM, c'est vrai, mais en général, quand on est un petit peu, on va dire, comme nous, un peu chercheurs, nous, ce qu'on aime quand on fait de la gestion d'actifs un peu standard, on regarde les performances globales. C'est-à-dire, il y a à la fois le dividend yield, là, le DVM, et à la fois la valeur de part, le price return, moi j'appelle le capital return, hein, tout à l'heure, j'arrête pas de dire ça, et la performance globale qui est le total return. Donc on a pris ces 53 SCPI et on a regardé, d'abord, comment elles étaient classées en termes de performance globale, d'accord, sur la moyenne 2003-2019. Donc vous voyez bien que chaque point correspond à une SCPI, là, pour les performances globales. Donc on voit de vraies différences, puisqu'on constate voilà. qu'en total return, on va de 6 à 12. Exactement. Et ce qui est important à noter, c'est que c'est finalement la ligne rouge, c'est le DVM. Là, on voit zéro différence. D'accord ? Donc ça veut dire que pour l'épargnant, en investissant chez Pierre ou Paul, mais bon, il y a des SCPI qui s'appellent Pierre, donc enfin, vous voyez ce que je veux dire, en investissant dans une ou l'autre SCPI, a priori, il n'y a pas tellement de différenciation, si ce n'est une différenciation sectorielle que moi, par exemple, épargnant, je peux aimer. Mais après, quand on regarde la performance globale, on se dit, attendez, c'est ce que vous avez mentionné. Finalement, on est sur la partie gauche à 6%, de l'autre côté, on n'est plus à 12%, ça fait entre, on va dire, 10 et jusqu'à 14%. Quand on regarde la moyenne du côté extrémité gauche et extrémité droite, on est plutôt à 3% de différence performance globale par an. C'est pas rien sur 16 ans. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie différence. Et donc là, on s'est dit, bon, ça veut peut-être dire qu'il va falloir travailler sur, quelque part, ces écarts, ces disparités en termes de performance globale pour diversifier le portefeuille. Parce qu'en général, quand il y a des disparités, il y a la possibilité de diversifier le portefeuille. Alors, là, ce qu'on a fait, alors est-ce qu'on peut revenir, excusez-moi, sur la... Voilà. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, bon, on va essayer de construire un portefeuille. On a fait un exercice à l'aveugle, excusez-moi, allez-y. On s'est dit, bon, là, j'ai regardé la distribution. Hein. Bon, moi, j'aime bien, je suis statisticienne, je regarde un peu les distributions. Comme la salle, là, je vois un peu comment se fait la répartition. Je fais la même chose sur les SCPI. À la fois... On conclut qu'il y a plus d'hommes CGP que de femmes. Même pas. Non, j'ai juste vu que finalement, les sièges sont à 80% remplis, on va dire 70%. Voilà. Comme quoi, on a une appréciation différente. Moi, je n'avais aucun doute. Et après, ce qu'on s'est dit, bon, alors on a la distribution des SCPI, une distribution en termes de performance globale, et puis après, une distribution en termes de volatilité. Donc la volatilité, je rappelle, c'est tout simplement l'écart type, d'accord, des performances globales. Donc on voit que cette volatilité, c'est pareil, hein, la distribution, elle est finalement en cloche, mais quelque part, il y a des choses à dire. Et on a dit, bon, on va construire un portefeuille qu'on appelle un portefeuille équipondéré. Donc comme le dit son nom, équipondéré, c'est qu'en fait, c'est un portefeuille de 53 SCPI, d'accord ? C'est un exercice théorique. Et on va se dire, finalement, si j'investissais dans 53 SCPI, quelle serait ma performance globale en termes absolus et quelle serait ma rentabilité ajustée du risque de ce portefeuille équipondéré. Donc je rappelle, portefeuille rentabilité ajustée du risque, c'est performance globale en intégrant la volatilité. Première chose, je me rends compte que finalement, le portefeuille équipondéré, finalement, c'est la moyenne des performances de l'univers. D'accord, c'est 8%. Donc là, pas mal. Mais après, là, je me rends compte, et on s'est rendu compte avec Lionel Martellini et Chaya Arcadar, parce qu'à force d'avoir le rythme TGV, du coup, j'oublie mes deux co-auteurs, mais bon, c'est parce que c'est vous qui me poussez un petit peu. Donc les deux co-auteurs avec qui j'ai travaillé, qui sont deux académiques de l'EDEC, on s'est aperçu que la volatilité, finalement, elle baisse. Et elle baisse énormément. Donc ça veut dire qu'en ayant un portefeuille équipondéré, donc de 53 SCPI, j'ai une rentabilité ajustée du risque, d'accord, qui explose, qui est bien supérieure à ce qu'elle est. On voit bien que 90% donc, des autres SCPI ont une volatilité supérieure à ce portefeuille équipondéré. Et là, vous allez me dire, mais attendez, un portefeuille équipondéré 53 SCPI, ma petite dame, ça n'existe pas, c'est pas possible. Non, je vais vous dire pire. Je vais vous dire, quand on arrive à démontrer ça et qu'on se rappelle Markovitch, on se dit qu'on doit trouver quelque chose encore plus efficient que ça. Et sur quels critères on va faire notre sélection ? Voilà, donc sur quels critères ? Alors on y va. Alors l'idée c'était de se dire, bon, maintenant on a vu qu'on pouvait diversifier le portefeuille, on s'est dit on va faire un espèce de jeu à blanc, c'est-à-dire on va voir finalement
comment diminue la volatilité du portefeuille à mesure que j'introduis des SCPI, d'accord, pour avoir la même performance globale et la même rentabilité ajustée du risque que ce portefeuille équipondéré. Parce qu'évidemment, au-delà des problèmes de liquidité, 53 SCPI, c'est pas faisable, d'accord, c'est pas imaginable. Donc on s'est dit, on va faire l'exercice. Et donc ici, on a bien la volatilité moyenne du portefeuille, hein, on voit bien qu'elle est très élevée au début, et que quand j'ajoute 53 SCPI, du coup, elle devient très faible, d'accord. Et on voit bien que j'ai tiré une horizontale à 5%, et en dessous, on voit bien qu'à partir finalement de 10 SCPI, d'accord. On dit qu'on a vachement gagné en baisse de la vol. Voilà. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire qu'en ayant 10 SCPI, j'ai diminué, pareil, 80% de ma volatilité. Donc, c'est pas rien. Donc, après avoir fait cet exercice-là, on s'est dit, on va faire comme sur les marchés un peu actions, hein, typiquement. On va chercher des critères. On va chercher ce qu'on appelle des critères de sélection, des attributs qui sont très empreints de la littérature de type factor investing. Hein. Je vois qu'il y a des jeunes, donc a priori, les jeunes, ils savent de quoi je parle. Et les autres, ils ont mon âge, donc bon, voilà. Mais bon, je sais aussi, voilà. Non, mais bon, c'est des choses qui sont intéressantes, qui sont très utilisées dans la gestion d'actifs très traditionnelle. Et pourquoi on a voulu les importer? Pour rendre quelque part des lettres de noblesse à la SCPI et pour dire, on va faire rentrer les SCPI dans la gestion des grands, quoi, dans le périmètre des actifs entre guillemets nobles. Alors on a pris plusieurs critères de sélection, la structure du capital, fixe ou variable, la thématique, hein, alors l'ASPIM l'a retravaillé, mais c'était bureau, commerce, diversifié ou spécialisé si on avait 70% de certaines thématiques qui étaient soit sur la logistique, soit par exemple sur la santé. Diversifié, c'était inférieur à 70%. Est-ce qu'il y a des critères qui sont plus importants que d'autres? Ouais, attendez, je finis quand même. La capitalisation, qui est la taille de la cap, la volatilité, la diversification au sein des actifs, donc le nombre d'actifs dans la SCPI, la taille moyenne des actifs qui est très importante. C'est pas la même chose que si j'ai un portefeuille qui est orienté dans Paris QCA ou si j'ai un portefeuille qui est dans France Région, par exemple. Et les performances passées. Donc là, ça fait plutôt penser effectivement à Markovitch, hein, à Markov, qui sont entre guillemets, si j'ai été bon dans le passé, est-ce que je vais être bon dans le futur? Et si j'ai été mauvais, est-ce que j'ai été et je vais rester mauvais? Alors on y va. Voilà, donc il y a 3 critères de sélection qui sont ressortis comme étant importants, c'est la capitalisation. Et la capitalisation, c'est pas du tout ce qu'on a en tête quand on est par exemple CGP. En fait, alors évidemment, je vais l'expliquer d'un point de vue immobilier, hein. En fait, ce dont on s'est aperçu, c'est que les petites capis ont eu tendance à surperformer finalement les grosses capitalisations. Et ça, c'est pas neutre. Pourquoi? Alors évidemment, il y a une histoire immobilière, c'est que quand on regarde l'échantillon, donc l'échantillon c'est 2003 jusqu'à 2019, effectivement après 2015, politique monétaire accommodante, explosion de la collecte, explosion aussi des nouvelles SCPI, mais aussi il y a une diversification des SCPI existantes sur certains secteurs qui ont été très porteurs et des petites SCPI qui sont sorties, qui était déjà le cas en 2009, mais par exemple sur la santé, la logistique, etc. Donc c'est normal que finalement ces SCPI-là, elles aient performé. En ce qui concerne la volatilité, en ce qui concerne la volatilité, on s'est aperçu que finalement les SCPI qui avaient une faible volatilité performaient aussi bien que celles qui avaient une forte volatilité. Donc conclusion, ça veut dire qu'elles ont une rentabilité ajustée du risque qui est très intéressante. Vaut mieux que j'investisse sur des SCPI à faible volatilité. Et enfin, le résultat auquel je pense vous y attendez, c'est que finalement, donc on le fait sous forme probabiliste, mais là on l'a mis sous forme vulgarisée. Finalement, quand on a été bon dans le passé, on a la probabilité de fortement le rester. Et en général, quand on a été collé dans le passé, en général, on va le rester dans le futur. Donc voilà, conclusion de l'étude. Le marché des SCPI, il présente une grande disparité de profil rendement-risque. Cette fois-ci, c'est les fameuses courbes rouges et surtout noires par rapport au DVM. La performance ajustée du risque, évidemment, elle est fortement améliorée quand on a un portefeuille de SCPI qui n'a pas plus de 10 lignes. D'accord ? Alors, on pourrait dire on prend que 8 lignes, par exemple, ou que 6 lignes. D'accord ? Mais ça devient de toute façon très intéressant. Là, le 10 lignes, c'est le maximum, en fait. C'est pour avoir la diversification maximale avec tous les avantages d'un portefeuille de 53 SCPI. Et puis, il y a certains attributs ou critères qui expliquent finalement des écarts de rendement et aussi des écarts de risque entre les différentes SCPI. Donc tout ça pour dire que cette étude permet de justifier une approche de multigestion en architecture ouverte. Les CGP n'avaient pas besoin de moi pour le vendre à leurs clients, mais c'était quand même important d'avoir une approche scientifique pour le démontrer. Voilà. D'accord. Et surtout, vous nous avez expliqué qu'il fallait diversifier, mais que diversifier, ce n'était pas simplement empiler les lignes, c'était sur la base d'un certain nombre de critères pour mettre dans un portefeuille des SCPI qui ne font pas la même chose. Parce que si on met des SCPI qui font la même chose, nous sommes bien d'accord, ça ne diversifie rien. Ouais.
Exactement. Alors je précise, j'ai dit que ça crée de la valeur pour les épargnants. Pourquoi? Parce que cette étude a été présentée à l'AMF et l'AMF a été finalement très enthousiaste de voir qu'en immobilier, et notamment sur le segment des SCPI, on faisait des choses de manière technique et de manière aussi noble que dans les Valmob. Voilà. Super, allez, on est en train de dépasser l'heure, mais c'est pas grave. On prend 2-3 questions si vous voulez, parce que je vois que Marie n'a pas terminé à côté. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à vous lever la main. Vous le dites et vous posez votre question. Rien? Peut-être qu'on a endormi tout le monde. Vous avez tous été convaincus? Alors, à monsieur. Quelle est la somme minimum qui peut intéresser la SCPI? Alors c'est une bonne question. On n'a pas introduit les SCPI résidentielles ici. D'accord. Non, c'est que les SCPI commerciales dans les thématiques. On n'a pas du tout fait du résidentiel parce que c'est des SCPI fiscales et quand on a des SCPI fiscales, ça introduit trop de biais en fait pour comparer des choses. Voilà. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que dans la location d'actifs, effectivement, le logement apparaît comme étant un secteur extrêmement résilient et aussi très défensif par rapport à un changement de régime d'inflation. Donc là, on a vu qu'on va changer de régime, hein, on n'est pas en hyperinflation, mais on change de régime d'inflation. Et là, dans la location de portefeuille global, c'est important d'avoir du logement, par exemple. Une autre question? C'est moi qui vais la poser dans ce cas-là. En moyenne, dans les patrimoines de vos clients, quand vous avez un client en face de vous en gestion de patrimoine, quelle est votre stratégie en matière de SCPI? Donc je vais vous donner 2-3 situations et puis vous levez la main pour me dire comme ça. Alors évidemment, le client moyen n'existe pas, mais si vous voyez bien l'idée que je veux développer. Qui est à zéro? C'est-à-dire qui dit les SCPI, c'est hors scope. Personne. Bon, cela dit, je vous avouerai, je m'en doutais un peu parce que sinon je pense que vous seriez allé voir notre débat. Qui est à 1, pas plus? Qui est à entre 2 et 4? Qui est à 4 et plus? Un seul entre 4 et plus. Et sur la base de ce qu'on a vu, c'est-à-dire la base des critères, tout à l'heure on évoquait le critère des sociétés de gestion, des différences de sociétés de gestion. Est-ce que vous êtes plus dans une logique de diversification sur la base, je diversifie mes partenaires en disant dès lors que j'ai pris X, je vais prendre Y, Z et W, comme ça j'en aurai 4 et j'aurai 4 noms de gestionnaires à présenter? Ou est-ce que vous êtes plus sur la base de ce que nous a un peu suggéré Béatrice tout à l'heure, en disant plutôt on va regarder des caractéristiques intrinsèques à la SCPI, que ce soit la vol, que ce soit la CAPI, etc. Donc qui est plutôt variété des fournisseurs et qui est plutôt variété des critères? Variété des fournisseurs, pour ceux qui en font plus. Je vois que madame a hésité à lever la main, elle s'est dit est-ce que j'hésite? Ah, j'hésite. Si j'arrivais à faire les deux, et variété des critères. Ok. Une réaction? Ouais, je trouve que c'est bien du coup, mais je suis pas étonnée parce que les CGP, c'est quand même des gens qui connaissent bien leur métier, donc je suis pas étonnée que du coup ils utilisent des critères. Par contre, ce que je n'ai pas dit, mais on n'a pas eu le temps, mais c'est vrai que là depuis 2 ans, quand on regarde les rendements en capital des SCPI, il est plutôt flat. Donc là, il va falloir faire un petit peu attention parce qu'on entre dans une nouvelle période. Évidemment, dans les commerces, il a baissé. Mais là, je regardais, parce que j'ai regardé les dernières données de l'UIF. Ça fait 2 ans que finalement, il n'y a plus trop de croissance. On est autour de 1,5. Et on entre quand même dans un univers assez particulier. Donc, il va falloir manager ça d'une main de maître. Voilà, c'est tout. Super. Béatrice, merci d'être venue nous expliquer tout ça. Merci à vous d'avoir été de nous. Moi, je reste ici dans un quart d'heure, un peu moins d'un quart d'heure. On parlera marché financier. Merci à vous tous. Merci beaucoup.